Dans les confins du sous-continent indien, où les fleuves tracent des méandres à travers une terre brûlée par le soleil, les graines de la première civilisation s'enracinèrent en silence. De petits groupes d'anciens chasseurs nomades s'établirent près des sources d'eau, apprivoisant peu à peu l'art de l'agriculture et de l'élevage. Au fil des siècles, ces modestes communautés apprirent à travailler la terre fertile, cultivant le blé, l'orge et d'autres denrées essentielles. Ce faisant, elles tissèrent des liens plus profonds avec le sol et entre elles. La poterie d'argile fit son apparition, ornée de motifs géométriques simples. Les huttes de bois évoluèrent en habitations façonnées de briques de torchis. Un sentiment de permanence naquit, laissant présager des possibles bien plus grands que la simple survie. Un rythme régulier de semailles puis de récolte remplaça les anciens cycles de la vie migratoire. Personne n'inscrivit ses premiers instants par écrit. Nul monument imposant ne s'éleva pour proclamer leur réussite. Pourtant, ces cultivateurs et artisans locaux déposèrent la première strate de l'effort humain. Ils partageaient leurs outils, troquaient leurs récoltes et concluaient parfois des alliances avec les hameaux voisins. Leur journée s'était modelée par l'entrelac du temps et de la terre, nourrissant une conscience aiguë des bienfaits et des défis de la nature. Bien que ces sociétés naissantes fussent modestes, elles annonçaient des métamorphoses remarquables. Un jour, sur ce même sous-continent au climat et relief si variés, surgiraient des centres florissants de commerce, d'art et de religion. À ce stade embryonnaire, cependant, une telle grandeur demeurait lointaine, suspendue au bond d'ingéniosité qui conduirait l'Inde jusqu'au seuil de la vie urbaine. Bien avant que les plaines du Gange ne deviennent synonymes de dynasties royales et de poètes épiques, une civilisation extraordinaire prospéra sur les rives de l'Indus et de ses affluents. Connue aujourd'hui sous le nom de civilisation de la vallée de l'Indus ou culture harapéenne, elle s'épanouit entre environ 2600 et 1900 avant notre ère, s'étendant sur l'actuel Pakistan et une partie du nord-ouest de l'Inde. À son apogée, cette culture regroupait des centaines d'implantations dont certaines atteignirent le rang de véritables cités. Parmi les plus célèbres figuraient Harappa et Mohenjo-Daro, révélant un urbanisme sophistiqué qui étonne encore les chercheurs modernes. Les rues y étaient tracées en grilles, de larges avenues rectilignes se coupant à angle droit. Les bâtiments, des modestes maisons aux édifices communautaires, étaient construits avec des briques cuites de taille uniforme, ce qui suppose une production standardisée sous une forme quelconque de supervision centralisée. Dans nombre de demeures, les archéologues ont trouvé des puits privés et des aires de bain reliés à des systèmes d'évacuation souterrains. Même selon les critères historiques ultérieurs, une telle attention portée à l'hygiène et à l'assainissement se distingue. Elle révèle non seulement une ingéniosité technique, mais aussi une valeur culturelle ou religieuse accordée à la propreté. Dominant les quartiers d'habitation courants, des plateformes surélevées, de véritables citadelles, servaient sans doute à des usages civiques ou cérémoniels. L'un des édifices les plus fameux de Mohenjo-Daro est ce que l'on appelle le Grand Bassin, une piscine de briques soigneusement construite et enduite de bitume. Les spécialistes pensent qu'elle servait aux ablutions rituelles, pratique qui préfigure peut-être l'importance spirituelle de la purification dans des traditions indiennes ultérieures. Sur le plan économique, les habitants de l'Indus pratiquaient un commerce étendu, tant local que lointain. Ils produisaient des sceaux finement gravés en stéatite, comportant souvent de brèves inscriptions dans une écriture encore indéchiffrée. Ces sceaux étaient pressés dans l'argile des marchandises ou des contenants, laissant deviner un système bureaucratique lié aux échanges. Certains représentent des animaux tels que le taureau, le rhinocéros ou l'éléphant, peut-être des emblèmes de cité-état ou de lignée. D'autres montrent une figure cornue assise en posture méditative, conduisant certains chercheurs à évoquer des formes précoces de culte divin qui pourraient annoncer, des siècles plus tard, certains aspects de l'hindouisme. Les commerçants harapéens échangeaient avec les cultures voisines, y compris la Mésopotamie, où des textes mentionnent une terre lointaine nommée Mélua, qui pourrait désigner la région de l'Indus. Des artefacts tels que des perles de cornaline et des figurines en terre cuite ont été retrouvés loin de leur lieu d'origine, soulignant l'étendue du réseau harapéen.
Des ports comme l'Otal assuraient des connexions maritimes, ce qui suggère que des navires chargés de textiles de coton, de pierres précieuses et de minerais sillonnant les eaux de la mer d'Arabie. Malgré ces réussites impressionnantes, bien des aspects de la société de l'Indus demeurent mystérieux. L'écriture, composée de courtes suites de symboles, résiste toujours à nos tentatives de déchiffrement. Faute d'inscriptions bilingues comparables à la pierre de Rosette, les linguistes n'en ont pas percé le code. Nous ignorons donc presque tout de leur système politique ou du rôle des prêtres et des dirigeants. Aucun palais ou temple non ambigu n'a été mis au jour, d'où les théories selon lesquelles leur société aurait pu être plus égalitaire ou gouvernée par des conseils plutôt que par des monarques absolus. Les croyances religieuses, elles aussi, doivent être déduites d'indices indirects, des figurines en terre cuite, souvent féminines, qui pourraient représenter des déesses de la fertilité, des sceaux figurant des animaux ou des créatures composites, et la possible ébauche d'une forme précoce de Shiva, parfois appelée le sceau du Pashupati. Si ces interprétations sont séduisantes, elles demeurent cependant hypothétiques. La culture matérielle suggère une société attachée à l'ordre, à la planification et sans doute à un fort sentiment d'identité communautaire. Aux environs de 1900 avant notre ère, les signes du déclin apparurent. Les centres urbains se vidèrent peu à peu et certains traits emblématiques de l'aménagement de l'Indus s'estompèrent. Les chercheurs avancent des changements climatiques, des mouvements tectoniques modifiant le cours des fleuves ou une succession d'inondations ou de sécheresses sévères comme cause possible. Les réseaux commerciaux autrefois florissants se seraient délités et les populations auraient probablement migré vers l'est en direction du Gange ou vers le sud en petites communautés. À la différence des sociétés anéanties par de violentes invasions, le déclin de l'Indus paraît plus subtil, une fragmentation lente plutôt qu'une catastrophe unique. Dans l'imaginaire contemporain, la vallée de l'Indus demeure un témoignage de l'adaptabilité et de l'ingéniosité humaine. Alors que bien des régions expérimentaient encore une agriculture rudimentaire, les habitants d'ici construisaient des maisons à plusieurs étages dotées de systèmes élaborés d'évacuation et d'égouts. Ils respectaient un ratio constant de briques sur des dizaines de sites, signe d'une norme culturelle ou administrative commune. Ils négociaient aussi avec d'autres civilisations par voie terrestre et maritime, s'intégrant au vaste réseau commercial de l'âge du bronze. Durant de longs siècles, cette culture resta enfouie sous des tertres. Il fallut attendre les travaux archéologiques menés entre le XIXe et le début du XXe siècle pour que Harappa et Mohenjo-Daro sortent de l'ombre. Même alors, les fouilles avancèrent lentement, parfois interrompues par des bouleversements politiques dans la région. Pourtant, les ruines exhumées témoignent d'une compétence urbaine rarement égalée dans le monde antique. De larges rues, d'immenses greniers et des citadelles aux tracés complexes révèlent une vision collective qui dépassait les cités-États individuelles. Le destin final de la civilisation de l'Indus montre comment des facteurs environnementaux et économiques peuvent défaire les plans les mieux conçus. Son héritage toutefois perdura. Avec le temps, d'autres cultures s'élevèrent sur le sol indien, peut-être influencées par des traditions persistantes d'artisanat, d'organisation urbaine et de symboles religieux. Des siècles plus tard, alors que de nouvelles langues et croyances s'enracinaient, les légendes et la mémoire ont pu conserver de lointains échos de la grandeur de l'Indus. Les détails restent insaisissables, mais les empreintes durables de la civilisation, profondes dans les plaines alluviales, disent beaucoup de la résilience et de l'ambition qui allèrent façonner la trajectoire future de l'Inde. Après que les cités de l'Indus se furent tues, des vagues de migrants souvent appelés Indo-Aryens gagnèrent peu à peu les confins nord-ouest du sous-continent. Ils apportaient une langue qui évoluerait vers le sanskrit et un recueil de chants transmis oralement que l'on codifia plus tard sous le nom de Védas. Cette période s'étendant approximativement de 1500 à 500 avant notre ère marqua un profond tournant culturel dans le nord de l'Inde, façonnant nombre de structures religieuses et sociales qui perdurent aujourd'hui. Durant la phase védique ancienne, les communautés demeuraient semi-nomades, élevaient du bétail et comptaient sur les fleuves pour des pâturages fertiles. Des chefs appelés Rajan présidaient les assemblées claniques. Des spécialistes du rite, plus tard nommés brahmanes, préservaient des hymnes sacrés louant des dieux tels que Indra, Ani et Varuna. Au cœur de leur pratique se trouvait le sacrifice du feu,
où l'on versait dans les flammes des offrandes de lait, de céréales ou de beurre clarifié pendant la récitation de versets du Rig Veda. Ces rites honoraient les dieux et constituaient aussi un lien vital unissant chaque tribu. Au fil des siècles, les populations s'aventurèrent plus profondément dans les plaines gangétiques. La fin de l'époque védique connut une expansion de l'agriculture. Les outils de fer facilitèrent le défrichement des forêts et de nouvelles implantations surgirent le long du Gange. La société devint plus stratifiée. Le système des Varnas, déjà entrevu dans les hymnes du Rig Veda, commença à se cristalliser. Les brahmanes, prêtres, les kshatriyas, guerriers, les vaishyas, agriculteurs et commerçants, et les shudras, serviteurs. Cet ordre social naissant, d'abord souple, se rigidifia peu à peu en une hiérarchie héréditaire. Parallèlement, la pensée religieuse devint plus introspective. Aux côtés de la dévotion rituelle se dressèrent les Upanishads, traités philosophiques scrutant la nature du soi, l'Atman, et la réalité ultime, le Brahman. Des concepts tels que le karma et la renaissance devinrent centraux, et tandis que les prêtres orthodoxes maintenaient des sacrifices élaborés, certains sages recherchaient une compréhension plus profonde de l'existence au-delà du rituel. Cette dualité permit à la tradition religieuse indienne de croître à la fois vers l'extérieur, par les rites publics, et vers l'intérieur, par l'enquête méditative. Vers le VIe siècle avant notre ère, de larges étendues du bassin gangétique étaient passées de clans isolés à de nouveaux États en formation. L'âge védique laissa en héritage le sanskrit comme langue de prestige, un vaste corpus de littérature védique et des cadres de conduite sociale. La vie quotidienne se mêlait au culte, offrandes à l'aube et au crépuscule au foyer domestique, récitation de chants sacrés et respect envers ceux que l'on considérait comme les dépositaires de la sagesse divine. Bien que le pouvoir politique ne se fût pas encore cristallisé en un vaste empire, les germes en étaient solidement plantés. L'idée d'un roi dont l'autorité était sanctionnée par les dieux prit forme. La performance rituelle et la bénédiction des brahmanes conféraient la légitimité, tandis que la classe guerrière protégeait des frontières en expansion. Les marchands facilitaient les échanges, tissant des liens entre tribus éloignées et assurant l'afflux de ressources nécessaires aux nouvelles communautés. Ce socle serait bientôt mis à l'épreuve et transformé, alors que la rivalité entre États grandissants allait inaugurer l'ère des Mahajanapadas. Pourtant, l'héritage védique dépasserait largement sa propre période. Dans les siècles à venir, la quête spirituelle des Upanishads et les codes sociaux issus des rites védiques serviraient de piliers à la philosophie hindoue en évolution. Même des idées nouvelles, comme le bouddhisme et le jaïnisme, jaillirent du même terreau, offrant des visions parallèles d'éthique et de libération spirituelle. L'âge védique se présente donc comme le creuset où prirent forme nombre des marques culturelles durables de l'Inde. Au 7e et au 6e siècle avant notre ère, le nord de l'Inde était parsemé d'un enchevêtrement de nouveaux États appelés Mahajanapadas, grands royaumes, issus d'anciens établissements tribaux. Certains étaient des monarchies gouvernées par des lignées de rois kshatriyas, tandis que d'autres, comme la confédération Vajji, fonctionnaient en république dirigée par des assemblées de chefs de clans. Chaque Mahajanapada s'efforçait de contrôler les routes commerciales, les terres arables et les fortifications stratégiques, ce qui entraînait rivalités fréquentes et alliances changeantes. Parmi ces États, Magadha s'imposa comme une puissance redoutable. Situé principalement sur les terres fertiles de l'actuel Bihar, Magadha bénéficiait de ressources agricoles abondantes, d'une position le long du Gange et d'un accès à des gisements de fer dans les collines voisines. Des souverains successifs, à commencer par la dynastie Aryanka, reconnurent la valeur de ces atouts. Sous le règne du roi Bimbisara, au VIe siècle avant notre ère, Magadha s'empara de territoires tels qu'Anga à l'est et conclut des mariages dynastiques pour consolider ses prétentions. On dit aussi qu'il reçut chez lui des figures spirituelles comme le Bouddha et Mahavira, signe d'une tolérance religieuse ou d'une habile diplomatie. Le fils de Bimbisara, Ajatashatru, poursuivit les ambitions paternelles. Il fortifia la capitale Rajagriha de solides remparts, puis lança la construction d'un nouveau centre administratif à Pataliputra, stratégiquement situé près de la confluence de grands fleuves.
D'après certaines sources, il utilisa des machines de siège novatrices pour conquérir la confédération Vajji, illustrant l'évolution de la technologie militaire de Magadha. À ce stade, Magadha n'était plus un royaume local, il commençait à dominer ses voisins, préparant des consolidations politiques encore plus vastes. Cette période fut également marquée par un bouillonnement intellectuel. Tandis que les brahmanes célébraient les rites védiques dans diverses cours, de nouveaux courants religieux et philosophiques gagnaient l'adhésion des élites comme des gens du peuple. Le Bouddha, né kshatriya dans le clan Shakya, prêcha une voie du milieu qui défiait l'orthodoxie védique stricte. Mahavira, associé au jaïnisme, enseigna la discipline ascétique et la non-violence. Tous deux trouvèrent des adeptes à travers les Mahajanapadas, reflet d'un climat ouvert aux idées nouvelles. Malgré ce dynamisme spirituel, l'époque demeurait profondément politique. Des Mahajanapadas comme Kosala, Kashi et Avanti se disputaient la suprématie, mais Magadha les surpassa grâce à des conquêtes stratégiques et à une administration avisée. Vers la fin du 5e siècle avant notre ère, l'équilibre régional pencha résolument en faveur de Magadha. Les rois investissaient non seulement dans les armées, mais aussi dans les routes, les aménagements urbains et les systèmes de perception de l'impôt. Le Gange devint une artère vitale pour le commerce, acheminant céréales et marchandises vers des marchés en plein essor. Les ambitions de Magadha culminèrent finalement avec l'ascension de la dynastie Nanda, réputée pour accumuler d'immenses richesses et entretenir une armée sans égale. Leur influence s'étendit bien au-delà du bassin du Gange, impressionnant et intimidant les observateurs étrangers. Bien que redoutables, les Nanda imposaient des taxes lourdes et une administration centralisée qui suscitèrent le mécontentement de certains sujets. Les conditions devinrent propices à une révolte interne qui renversa le dernier roi Nanda, Dhanananda, vers la fin du IVe siècle avant notre ère. À ce moment de trouble, un jeune prétendant nommé Chandragupta, guidé par le rusé conseiller Chanakya, prit le contrôle de Magadha. Ce faisant, il fonda l'empire Maurya, entité qui allait éclipser tous les royaumes antérieurs par son étendue. Magadha, jadis simple Mahajanapada parmi 16, occupa ainsi une place centrale dans l'histoire indienne. Sur fond d'intrigues palatiales, d'alliances et d'évolutions spirituelles, le nord de l'Inde s'approcha d'un empire unifié. Les Mahajanapadas offrirent la scène sur laquelle des souverains visionnaires et des penseurs novateurs façonnèrent l'avenir du sous-continent. À mesure que de nouvelles dynasties gagnaient en puissance, l'ancien réseau de cités-États se fondit sous une direction plus ferme. Bientôt, la région verrait surgir un vaste royaume impérial qui laisserait une empreinte durable sur la gouvernance, la diplomatie et la vie spirituelle en Asie du Sud. Au 5e siècle avant notre ère, Magadha avait déjà quitté son statut de petit royaume pour devenir une solide puissance régionale. Néanmoins, les bases de son futur empire furent posées par plusieurs dynasties apparues en succession rapide, les Aryanka, les Shishunaga, puis, enfin, les Nanda. Chacune apporta de nouvelles vagues de consolidation et de rigueur administrative, aidant Magadha à surpasser les états rivaux des plaines gangétiques. Le roi Bimbisara est souvent cité comme la figure pivot de la lignée Aryanka. Gouvernant habile, il mêla conquête et diplomatie pour étendre les frontières de Magadha. Ses alliances matrimoniales renforcèrent les liens avec les royaumes voisins, et son annexion d'Anga ouvrit des routes commerciales orientales. Entre réception à la cour et stratégie militaire, Bimbisara trouva aussi place pour l'enseignement spirituel. Selon la tradition, il entretint des relations cordiales avec le Bouddha, lui offrant un bois de bambou près de sa capitale à Rajagriha. Qu'il s'agit de dévotion sincère ou d'une politique avisée, ce soutien royal favorisa la diffusion paisible du bouddhisme auprès des fonctionnaires et des marchands. Après le règne de Bimbisara, le pouvoir passa à son fils Ajatashatru. Bien que l'on se souvienne de lui pour avoir saisi le trône au sein même de sa famille, Ajatashatru se montra tout aussi déterminé. Il entoura Rajagriha de murailles de pierre et continua d'imposer la puissance de Magadha aux autres Mahajanapadas. La prise de la confédération Vajji exigea des engins de siège nouvellement développés, preuve des avancées militaires de Magadha. Pourtant, Ajatashatru, comme son père, accueillit également les maîtres spirituels de l'époque. La cité de Rajagriha abrita des débats entre ascètes, brahmanes et disciples de religions émergentes, quelle que fût leur école bouddhiste ou jaïne, un climat intellectuel qui accompagna l'ascension politique de Magadha.
Malgré ces succès, des conflits internes affaiblirent peu à peu la lignée Aryanka. Le dernier souverain Aryanka fut renversé par une révolte populaire ou militaire, ouvrant la voie à la dynastie Shishunaga. Le roi Shishunaga lui-même avait sans doute été ministre ou influent personnage de l'ancien régime. Sous sa direction, Magadha vainquit son vieux rival Avanti, étendant son influence vers l'ouest. Il déplaça brièvement la capitale à Vaishali, bien que ses successeurs revinssent à Pataliputra ou Rajagriha pour des raisons pratiques. Ces allers-retours n'entravèrent pas la trajectoire de Magadha. Les Shishunaga investirent dans la construction de l'État, irrigation des terres, soutien aux réseaux commerciaux, entretien des routes. Pourtant, en quelques décennies, la dynastie Shishunaga fut minée par des luttes internes. Les intrigues de cour culminèrent avec l'assassinat de l'un de ses derniers souverains, Kalashoka. Cette effusion de sang fit émerger une nouvelle puissance, les Nanda. Le fondateur, Mahapadma Nanda, est décrit dans divers Puranas comme un dirigeant issu d'une origine sociale modeste, affirmation qui reflète peut-être les préjugés des élites traditionnelles. Quelle que fût sa naissance, il fit preuve d'un sens administratif remarquable. Sous le règne des Nanda, la bureaucratie de Magadha devint plus centralisée. Des provinces étaient surveillées par des gouverneurs soigneusement choisis qui rendaient compte directement au roi. Des systèmes fiscaux complexes assuraient un flux régulier de recettes que les Nanda employaient à l'infrastructure, à l'entretien de vastes greniers et surtout au financement d'une immense armée permanente. Les sources grecques qui relatent plus tard les campagnes d'Alexandre parlent des richesses supposées de l'Inde. Bien qu'Alexandre n'ait jamais affronté directement les Nanda, ses soldats entendirent apparemment parler de leurs forces colossales, des centaines de milliers d'infanterie, des milliers d'éléphants de guerre et une cavalerie massive. Exagérées ou non, ces estimations soulignaient l'envergure de l'ambition Nanda. Leur capitale, Pataliputra, selon certains récits, débordait d'activités. Marchands venus de contrées lointaines, artisans perfectionnant la métallurgie et fonctionnaires percevant les tributs. Pourtant, un pouvoir de cette ampleur suscite souvent le mécontentement. Les lourds impôts provoquaient des murmures parmi les paysans et les commerçants. La cour elle-même se divisa en factions rivales, alimentant davantage le ressentiment. C'est dans ce climat d'insatisfaction croissante qu'apparut un stratège brahmane nommé Chanakya. Offensé ou congédié par la cour Nanda, Chanakya chercha à renverser la dynastie. Trouvant un allié prometteur en la personne d'un jeune aventurier nommé Chandragupta, il orchestra une révolte pour destituer Dhanananda, dernier souverain de la lignée. Bien que les récits varient, la plupart s'accordent à dire que la chute des Nanda fut rapide. Des chefs militaires désabusés se rangèrent du côté de Chandragupta et de Chanakya, ou du moins négligèrent de défendre avec ardeur le roi Nanda. Dans la foulée, Chandragupta Maurya s'empara du trône de Magadha, marquant une rupture décisive avec le passé. Pourtant, les Nanda laissèrent un legs transformateur. Leur gouvernance centralisée et leur armée disciplinée devinrent des modèles pour les empires suivants. Le traité de Chanakya, l'Arthashastra, fait même allusion aux innovations et aux excès du règne Nanda. Ainsi, ironiquement, la dynastie que Chanakya contribua à détruire posa les fondations d'un empire destiné à éclipser tous ses prédécesseurs. Les conquêtes des Haryanka avaient déclenché la première expansion de Magadha. Les souverains Shishunaga avaient entretenu l'élan et l'ambition Nanda avait fusionné d'immenses ressources sous une seule couronne. À bien des égards, ils repoussèrent les limites de ce qu'un royaume du sous-continent pouvait accomplir, sur les plans administratifs comme militaires. Néanmoins, l'aube de l'ère Maurya ne tarderait pas à effacer leurs réalisations, car Chandragupta et ses héritiers allaient transformer Magadha en un territoire couvrant presque tout le sous-continent. De cette façon, le récit tumultueux des dynasties prémoriennes joua le rôle d'ouverture à la grande symphonie impériale qui allait bientôt se déployer. L'essor de l'Empire Maurya marque un tournant décisif de l'histoire indienne. En mobilisant la force de l'armée permanente du Magadha, en perfectionnant les rouages administratifs et en tissant des liens diplomatiques à très longue distance, les Maurya transformèrent un royaume solide en une superpuissance couvrant presque tout le sous-continent. Trois figures furent essentielles à cette ascension. Chandragupta Maurya, son fils Bindusara et son petit-fils Ashoka, chacun apportant une vision particulière à la consolidation du pouvoir impérial. Après avoir ravi le trône Magadhan aux Nanda avec l'aide de Chanakya,
également connu sous le nom de Kautilya, Chandragupta étendit rapidement son domaine. La légende affirme qu'il sécurisa d'abord le cœur gangétique avant de tourner son regard vers le nord-ouest, où des satrapes grecs, vestiges des campagnes d'Alexandre le Grand, s'accrochaient au pouvoir dans le Pendjab. Chandragupta aurait chassé ses garnisons étrangères et établi un empire s'étendant jusqu'à l'Indus. La véritable épreuve diplomatique survint toutefois lorsque Séleucos Nicator, l'un des successeurs d'Alexandre, s'aventura vers l'est vers l'an 305 avant notre ère, espérant reprendre les territoires perdus. Il se heurta à un Chandragupta déterminé, à la tête d'une armée considérable. Après une impasse, les deux parties conclurent un traité. Séleucos céda de vastes régions correspondant aujourd'hui à l'Afghanistan Maurya et reçut en échange 500 éléphants de guerre, denrée très prisée dans la stratégie hellénistique. Ce pacte jeta les bases de relations indo-grecques durables, les deux cours échangeant envoyés et présents. Au cœur de la gouvernance de Chandragupta régnait le souci de la bureaucratie. L'Arthashastra de Chanakya, bien que compilé sous sa forme actuelle plus tard, reflète le style de gouvernement des débuts Mauryas: fiscalité détaillée, administration provinciale stratifiée et réseau d'espions. Pataliputra, la capitale, devint une vaste métropole protégée par des remparts de bois et un large fossé. Mégastène, ambassadeur grec en résidence, décrivit de grands palais, des marchés animés et des hiérarchies sociales complexes. Sous Chandragupta, l'ordre prévalait, des magistrats appliquaient les lois, des corvées organisaient les travaux publics et la centralisation des registres permettait au trône de suivre l'évolution de tout l'empire. Si les sources divergent sur la fin de la vie de Chandragupta, nombre de traditions affirment qu'il adopta finalement l'ascèse sous l'influence de moines jaïns et abdiqua en faveur de son fils Bindusara. Quelle que soit la vérité, l'empire qu'il transmit formait un édifice redoutable. Frontières protégées, trésors alimentés par une fiscalité systématique, routes facilitant commerce et mouvements de troupes. Peu de puissances antiques possédaient une intégration administrative aussi poussée. Bindusara, souvent éclipsé par son père et son fils, joua pourtant un rôle crucial dans la solidité Maurya. Surnommé Amitragata, tueur d'ennemis, dans certaines inscriptions, il aurait soumis des chefs régionaux dans toute la péninsule, repoussant l'autorité impériale vers le sud. L'expansion s'arrêta aux confins des royaumes tamouls, signe à la fois des limites logistiques et de la résistance de puissances locales comme les Kohola et les Pandya. Le contrôle du plateau du Décan par Bindusara permit cependant un échange intense de produits, épices, minerais, textiles, entre nord et sud. Sur le plan diplomatique, Bindusara maintint des contacts avec les puissances hellénistiques. Des envoyés séleucides et peut-être d'autres cités grecques séjournèrent à Pataliputra, favorisant des échanges culturels. Il existe des indices montrant que des artisans et marchands grecs trouvèrent des débouchés dans les terres Mauryas, tandis que l'ivoire indien, les animaux exotiques et les objets de luxe gagnaient l'Occident. Bien que le bouddhisme eût commencé à s'épanouir sous Chandragupta, Bindusara penchait peut-être vers les traditions brahmaniques. Quoi qu'il en soit, il tolérait les croyances variées, évitant les querelles sectaires préjudiciables à la stabilité. Les informations directes sur son règne restent rares. Beaucoup proviennent de témoignages postérieurs ou de journaux de visiteurs étrangers. On peut néanmoins déduire qu'il renforça l'appareil administratif hérité de Chandragupta, conserva un réseau élaboré de gouverneurs provinciaux, perçut l'impôt avec efficacité et veilla au bon approvisionnement de l'armée Maurya. La vie de cour à Pataliputra conserva probablement un éclat cosmopolite, accueillant des dignitaires venus de toutes les régions de l'Inde et d'au-delà. À la mort de Bindusara, une lutte de succession éclata entre ses fils. De cette tourmente émergea Ashoka, appelé à devenir l'un des monarques les plus fascinants de l'histoire. Au début de son règne, Ashoka se comporta comme un conquérant traditionnel. Il mena une campagne sanglante contre le royaume oriental de Kalinga, causant d'énormes pertes humaines. Pourtant, ce triomphe marqua un tournant moral. Horrifié par la dévastation, Ashoka aurait éprouvé un profond remords et renoncé aux guerres d'agression au profit du Dhamma, la loi morale qu'il voulut promouvoir dans tout l'Empire. Cette transformation ne fut pas un simple effet d'annonce. Les édits d'Ashoka, gravés sur des piliers et des rochers aux quatre coins des possessions Mauryas, offrent une fenêtre directe sur ces principes. Rédigés en prakrits locaux et parfois en grec ou en araméen dans le nord-ouest, ces édits prônent la compassion, la gouvernance équitable et la modération. Ils proclament la tolérance religieuse, invitant bouddhistes, brahmanes, jaïns et autres croyants à coexister.
Des fonctionnaires appelés Dhamma Mahamatras furent alors chargés de la bienfaisance publique, veillant au traitement juste des sujets et diffusant les préceptes éthiques d'Ashoka. Bien qu'il ait embrassé personnellement le bouddhisme, il s'abstint d'en faire une religion d'État. Il finança cependant la construction de stupas monumentaux, de monastères et d'itinéraires de pèlerinage. L'ossature administrative, héritée pour l'essentiel de Chandragupta et Bindusara, soutint ses travaux publics. Des routes agrémentées d'arbres d'ombrage et de puits facilitèrent les déplacements. Des hôpitaux et centres vétérinaires virent le jour. En promouvant l'ahimsa, la non-violence et la compassion, Ashoka voulut élever le gouvernement au-delà de la simple extraction de ressources. Il s'adressa activement aux royaumes voisins. Certains édits mentionnent l'envoi d'émissaires auprès de souverains hellénistiques, des Cholas et d'autres encore, témoignant d'une ambition de diffusion morale à l'échelle internationale. La nouvelle image pacifique du pouvoir maurya, conjuguée à une meilleure infrastructure, stimula le commerce et la circulation des érudits. Le bouddhisme s'implanta ainsi au Sri Lanka, en Asie centrale et jusque dans certaines régions d'Asie du Sud-Est. Ashoka se vantait d'une conquête par le Dhamma supérieure à toute victoire militaire. Malgré ses idéaux élevés, l'Empire nécessitait toujours impôts et soldats pour préserver son unité. Dans certaines provinces périphériques, les gouverneurs disposaient d'une large autonomie et aspiraient parfois à l'indépendance. Après près de 40 années de règne, Ashoka s'éteignit. Son exemple, bien que vénéré, n'empêcha pas les dissensions ultérieures. Ses successeurs manquèrent de la même autorité morale et de l'énergie personnelle. L'immensité de l'Empire devenait difficile à administrer, et les élites locales s'étaient habituées à l'autonomie. Les territoires périphériques se détachèrent un à un. Vers 185 avant notre ère, la lignée Maurya s'éteignit quand le général Pushyamitra Shunga renversa le dernier roi. Pourtant, l'impact de l'Empire fut immense. Il démontra qu'une entité politique unifiée pouvait s'étendre de l'Afghanistan au golfe du Bengale tout en abritant des cultures diverses sous un même toit. Son organisation provinciale, sa fiscalité sophistiquée et son réseau routier d'État servirent de modèle aux dynasties futures. La gouvernance morale d'Ashoka résonna bien au-delà des frontières indiennes, surtout dans le monde bouddhiste. Moines et pèlerins colportèrent à l'histoire du roi vertueux qui prônait la tolérance et la dignité humaine. Dans les siècles suivants, la ruse de Chandragupta et la compassion d'Ashoka nourrirent épopées et légendes, façonnant l'idéal de royauté des cours indiennes ultérieures. Des chroniqueurs étrangers de la Chine à la Méditerranée saluèrent l'ampleur et l'organisation du pouvoir maurya. L'Empire apparut finalement comme un assemblage d'ambition, de politique et de conscience. Chandragupta en forgea l'ossature d'acier, Bindusara en entretint l'élan et Ashoka lui conféra une dimension éthique et spirituelle. Leur héritage combiné orienta la trajectoire historique de l'Asie du Sud, inaugurant une ère d'administration à grande échelle et de pluralisme religieux. Lorsque l'Empire se disloqua, une multitude de pouvoirs régionaux se disputèrent les dépouilles, mais la mémoire de sa grandeur demeura, fixant un étalon auquel les empires suivants se mesurèrent. Après la mort d'Ashoka, l'Empire Maurya perdit son ciment unificateur. Les souverains suivants peinèrent à maintenir l'autorité centrale et les puissances locales tracèrent leur propre chemin. 185 ans avant notre ère, le dernier monarque Maurya fut renversé par Pushyamitra Shunga, ancien commandant militaire. Ainsi commença la dynastie Shunga, ouvrant un nouveau chapitre de fragmentation politique et de renouveau culturel. Pushyamitra Shunga conserva Pataliputra comme capitale, mais le domaine dont il hérita n'était plus que l'ombre du vaste territoire d'Ashoka. Nombre de provinces occidentales et méridionales s'étaient déjà détachées. Les Shunga restèrent néanmoins combatifs. Ils repoussèrent avec succès des incursions grecques venues de Bactriane, rappelant les anciens exploits de Chandragupta. Certaines sources textuelles dépeignent Pushyamitra en adversaire du bouddhisme, parlant de monastères perturbés. D'autres indices prouvent toutefois la persistance d'art et de donations bouddhiques, notamment sur des sites comme Bharhut ou Sanchi. Il est probable que la monarchie favorisa le culte brahmanique tout en tolérant, sans les promouvoir, d'autres courants. Les souverains Shunga tels qu'Agnimitra étendirent leur influence vers l'Inde centrale et patronèrent la culture. Les bas-reliefs de Bharhut foisonnèrent illustrant des scènes des vies antérieures du Bouddha avec des inscriptions mentionnant des officiels Shunga.
Ces œuvres firent le pont entre les piliers Maurya's et l'épanouissement ultérieur des styles de Gandhara et de Mathura. Au final, les querelles internes et intrigues de cour compromirent la longévité Shunga. Vers 73 avant notre ère, le dernier roi fut assassiné par son ministre Vasudeva, qui fonda la dynastie Kanva. Les Kanva administrèrent le Magadha durant quelques décennies, mais leur emprise demeura fragile. Pendant ce temps, de nouveaux pouvoirs du Décan et du Nord-Ouest éclipsèrent le centre déclinant de Pataliputra. À la fin du 1er siècle avant notre ère, la lignée Kanva avait disparu, absorbée par des États en essor tels que les Satavahana. Pourtant, cette période post-Maurya ne fut pas seulement un âge de déclin. La décentralisation politique permit à des régions diverses d'élaborer des identités artistiques, religieuses et commerciales spécifiques. Dans le fertile cœur gangétique, de petites cités-États et des républiques ravivèrent d'anciennes traditions d'autonomie locale. Des cours comme celle d'Ujjain, de Vidisha ou de Mathura devinrent des foyers d'innovation artistique, produisant de nouveaux motifs en sculpture et en architecture. Les réseaux d'échange ne disparurent pas. Les routes qui transportaient jadis les édits impériaux véhiculèrent désormais des caravanes bourrées de tissus, de pierres précieuses et d'épices. Les contacts avec les mondes hellénistiques, bien que réduits, se prolongèrent comme par l'entremise du Nord-Ouest. Moines itinérants, ascètes et philosophes trouvèrent le patronage de petites cours, entretenant une vie intellectuelle vibrante. Aucun pouvoir unique ne pouvait commander l'ensemble du sous-continent, mais la mosaïque de principautés créa un environnement concurrentiel et culturellement fécond. En somme, les dynasties Shunga et Kanva firent le lien entre le centralisme Maurya et la prochaine vague d'États régionaux. Elles préservèrent certains traits de l'administration impériale, tels les divisions provinciales et les forts urbains, sans disposer des ressources ni du charisme nécessaire pour rétablir une domination pan-indienne. Bouddhisme, jaïnisme et tradition hindoue continuèrent d'évoluer, parfois en rivalité mais souvent en coexistence dans les mêmes cités. Bientôt, d'autres forces surgiraient du nord-ouest, lorsque indo-grec, Shaka, puis Kushan, façonneraient le prochain chapitre de l'histoire indienne. Au milieu de ces bouleversements, les échos de l'administration Maurya subsistaient dans les registres locaux et la mémoire collective, rappel lointain de ce qui avait été. Tandis que l'autorité centrale s'étiolait au Magadha, une série de puissances étrangères pénétrèrent le sous-continent par le nord-ouest. Ces incursions, rois indo-grecs, Shakassites et Kushan nomades, apportèrent non seulement des conflits militaires, mais aussi un profond brassage culturel. Entre le IIe siècle avant notre ère et le IIe siècle de notre ère, l'Inde du Nord-Ouest devint une frontière vibrante où traditions iraniennes, hellénistiques et autochtones se mêlèrent. Dans le sillage des campagnes d'Alexandre le Grand, les souverains grecs de Bactriane tournèrent leurs ambitions vers l'est. Démétrios fut parmi les premiers à franchir l'Hindu-Kush, établissant des enclaves helléniques dans le Pendjab. Au fil du temps, plusieurs principautés indo-grecques virent le jour, chacune frappant sa propre monnaie et fixant sa capitale. Le plus célèbre monarque, Ménandre, appelé Milinda dans les sources indiennes, aurait gouverné un vaste territoire depuis Sagala, l'actuel Sialkot. Un dialogue bouddhique renommé, le Milinda Panha, met en scène Ménandre conversant avec le moine Nagasena, ce qui suggère que certains rois indo-grecs adoptèrent, ou du moins respectèrent, les croyances locales. La présence grecque laissa des traces matérielles tangibles. Des pièces bilingues portaient le grec d'un côté et le kharosti ou le brahmi de l'autre. Les styles artistiques reflétaient un goût hellénistique pour le réalisme, perceptible dans de premières sculptures le long du Haut-Indus. Ces Indo-Grecs introduisirent des techniques de frappe monétaire avancées et des mesures précises influençant le commerce bien au-delà de leurs frontières. Leur pouvoir demeura toutefois fragmenté. Des souverains grecs rivaux se disputaient la prépondérance. À la fin du 1er siècle avant notre ère, ils subirent la pression continue de tribus migrantes telles que les Shakas. Peu à peu, les bastions indo-grecs reculèrent, mais leur héritage persista à travers la numismatique, l'art et des îlots de communautés hellénophones probablement fondus dans le tissu indien. Originaires des steppes d'Asie centrale, les Shakas, appelés Shakas ou Scythes dans les textes indiens, furent refoulés vers le sud par d'autres groupes nomades.
vers le milieu du IIe siècle avant notre ère, ils renversèrent le royaume gréco-bactrien, puis descendirent vers le Gandhara et le Pendjab. Une branche s'établit dans le nord-ouest, une autre prit pied plus au sud-ouest, donnant naissance aux Kshatrapas occidentaux. Leur souverain Mawes, également nommé Mogha, s'empara des territoires autour de Taxila en appliquant des coutumes administratives iraniennes mêlées aux usages locaux. Parallèlement, les satrapes occidentaux prirent le contrôle de régions du Gujarat, du Malwa et de certaines parties du Maharashtra. Des rois tels que Nahapana et Rudradaman Ier firent frapper des monnaies portant des lettres grecques aux côtés de l'écriture brahmi ou kharosti. Rudradaman, en particulier, se rendit célèbre grâce à une inscription en sanskrit qui louait ses conquêtes et son gouvernement, offrant un des premiers témoignages du prestige grandissant de cette langue. Ce métissage d'éléments iraniens et indiens engendra un riche tissu culturel. La noblesse Shaka finançait des grottes bouddhiques, subventionnait des temples locaux et revendiquait parfois des généalogies les reliant aux épopées hindoues. Avec le temps l'apprisant que la puissance Shaka déclina sous la pression de dynasties indiennes telles que les Satavahanas, mais dans certains bastions elle subsista jusqu'au 1er siècle de notre ère. Au milieu des Shaka, un autre groupe iranien, souvent désigné sous le nom d'Indo-Parthes, établit également des zones d'influence. La figure la plus notable fut Gondopharès, qui régna sur des parties de l'Iran oriental et du nord-ouest de l'Inde durant le 1er siècle de notre ère. Même éclipsés par les Shakas et les Grecs, les Indo-Parthes enrichirent encore la complexité culturelle de la région en poursuivant les échanges transfrontaliers avec l'Asie occidentale. Des textes chrétiens apocryphes évoquent un apôtre Thomas arrivé à la cour de Gondopharès, preuve de la circulation de croyances multiples le long des couloirs commerciaux reliant la Méditerranée, la Perse et l'Inde. Dès le 1er siècle de notre ère, une nouvelle puissance supplantait ces groupes migratoires antérieurs, les Kushan, branche du peuple Yuezhi, originaire d'Asie centrale. Unis sous des chefs tels que Kujula Kadphises, les Kushan déferlèrent sur la Bactriane puis franchirent le bassin de l'Indus. Des rois successifs élargirent leur domaine. L'un des plus illustres, Kanishka Ier, vers 127 à 150 après Jésus-Christ, dirigea un empire s'étendant du fleuve Oxus au cœur du bassin gangétique, avec pour capitale Purushapura, aujourd'hui Peshawar et Mathura. Kanishka est renommé pour avoir soutenu le bouddhisme, bien que sa numismatique ait honoré un panthéon de divinités grecques, perses, hindous et bouddhiques. Sous son règne, l'art du Gandhara atteignit un sommet, mêlant le réalisme gréco-romain au symbolisme indien. Les sculpteurs de Gandhara façonnèrent des bouddhas emblématiques vêtus de drapés rappelant la toge gréco-romaine, donnant naissance à quelques-unes des premières représentations anthropomorphes du Bouddha. Mathura, en revanche, développa un style plus spécifiquement indien. Ensemble, ces régions transformèrent le royaume Kushan en un creuset d'innovation artistique. Les Kushan encouragèrent également activement le commerce sur la route de la soie. Leur empire faisait le pont entre la dynastie Han en Chine et l'Asie occidentale gouvernée par Rome. Des caravanes transportèrent de la soie, des épices, des métaux précieux et parfois des textes ou des images à caractère religieux. Des centres urbains prospères parsemèrent l'empire et tiraient en profit des taxes commerciales. Le fameux coffret de Kanishka témoigne de l'opulence et du mécénat religieux de cette époque. Sur le plan administratif, les Kushan adaptèrent les systèmes locaux. Ils utilisèrent l'écriture grecque pour les inscriptions bactriennes, le kharosti et le brahmi dans les territoires indiens, et frappèrent des pièces d'or d'une pureté remarquablement élevée. Leurs souverains adoptèrent des titres grandioses tels que roi des rois, écho de la tradition perse. En adoptant des divinités locales aux côtés de dieux étrangers, les monarques Kushan forgèrent un ethos cosmopolite qui résonna bien au-delà de leur déclin. Ces invasions et royaumes successifs, indo-grecs, Shaka, indo-parthes et Kushan, transformèrent le nord-ouest de l'Inde en une mosaïque culturelle. Des sculpteurs grecs taillaient la pierre locale en forme saisissante, des gouverneurs iraniens introduisaient de nouveaux idéaux administratifs et des marchands venus de tous horizons finançaient des sanctuaires offrant des bénédictions pour des voyages sûrs. Le bouddhisme, en particulier, prospéra grâce à des mécènes tels que Ménandre et Kanishka, gagnant de nouvelles expressions doctrinales comme le Mahayana qui mettait en avant les bodhisattvas et des rituels élaborés. Les communautés locales, loin de simplement résister aux étrangers, trouvèrent des moyens de les intégrer. Au fil des générations, les cités-États grecques devinrent des villes indiennes hellénisées.
Les élites Shaka et Kushans apprirent le sanskrit ou le prakrit et revendiquèrent une parenté avec les héros épiques. Des dynasties contractèrent des mariages avec des familles royales autochtones, forgeant des généalogies reflétant à la fois la conquête et l'acceptation. Parallèlement, un bouillonnement créatif laissa des frises gandhariennes, des monnaies à l'art indo-grec et des inscriptions louant aussi bien des dieux aryens que des esprits iraniens. À la fin de l'ascendance Kushanée, vers le IIIe siècle de notre ère, le sous-continent avait subi une métamorphose. La région du Gange demeurait dynamique, mais le nord-ouest s'était affirmé comme une puissance à part entière, carrefour des caravanes, des pèlerins et des armées. Dans le sud, des dynasties telles que les Satavahana gagnèrent également en importance, rapprochant encore les cultures. Le décor était donc planté pour de nouveaux agencements. À mesure que la puissance Kushan reculait, des dirigeants locaux et de nouvelles dynasties s'avançaient, tissant chacun un fil supplémentaire dans la tapisserie toujours changeante de l'Inde. Les Indo-Grecs, les Shaka et les Kushan étaient peut-être nés hors des frontières de l'Inde, mais leur empreinte durable témoigne de la capacité du sous-continent à absorber et à refaçonner des influences diverses. Ils introduisirent des formes inédites de gouvernance et frappèrent des monnaies symbolisant l'unité interculturelle. Leurs royaumes, nés de migration et de conquête, encouragèrent pourtant l'érudition, l'artisanat et l'exploration spirituelle. Ce faisant, ils portèrent à l'héritage des civilisations anciennes de l'Inde dans une ère d'interconnexion accrue, offrant des modèles aux époques ultérieures de pouvoir et d'échange. Alors que le nord du sous-continent affrontait la montée et la chute de divers pouvoirs post-mauryiens, une histoire différente se déroulait sur le plateau du Décan. Là, une dynastie indigène de premier plan, les Satavahana ou Andhras, émergea vers la fin du IIIe siècle avant Jésus-Christ, finissant par dominer une grande partie de l'Inde péninsulaire. Leur gouvernance et leur mécénat culturel allaient relier le nord et le sud de façon nouvelle et durable. Les Satavahana faisaient remonter leur lignée à des ancêtres semi-légendaires, mais ils prirent réellement corps sous des rois comme Simuka, puis Satakarni Ier. S'appuyant sur les pratiques administratives des Mauryas, ils créèrent des centres régionaux et frappèrent une monnaie distinctive. Leur cœur territorial s'étendait sur l'actuel Maharashtra, le Telangana et l'Andhra Pradesh, les capitales se déplaçant parfois de Pratishtana, aujourd'hui Paitan, sur le Godavari, à d'autres sites tels que Amaravati. Au lieu d'imposer une autorité centrale rigide, les souverains Satavahana reconnaissaient souvent des chefs locaux qui versaient un tribut et fournissaient des troupes en cas de besoin. Gautamiputra Satakarni, du 1er au 2e siècle de notre ère, propulsa la dynastie à son apogée. Il vainquit les Kshatrapas occidentaux, souverains scythes installés dans des portions du Gujarat et du Malwa, réaffirmant ainsi le pouvoir indigène. Sa mère, Gautami Balashri, commémora ses conquêtes par des inscriptions le louant comme restaurateur de l'ordre brahmanique. Pourtant, les Satavahana étaient loin d'être étroits sur le plan religieux. Ils soutinrent également le bouddhisme d'autant de complexes monastiques les grottes rupestres de Nashik, Karla et Baja. Le commerce prospéra sous leur règne, nourri par des routes reliant les plaines gangétiques, les ports occidentaux de la mer d'Arabie et l'extrémité méridionale de l'Inde. Contrairement à la vaste machine bureaucratique des Maurya, l'administration Satavahana associait supervision royale et structure de type féodal. Les gouverneurs locaux, parfois héréditaires, jouissaient d'une autonomie relative dans les affaires quotidiennes. Des femmes d'élite de la maison royale, reines ou reines-mères, parrainaient parfois des monuments religieux et gravaient leurs noms sur des donations de grottes. Le prakrit servait de langue principale aux inscriptions officielles, même si l'influence du sanskrit grandissait peu à peu. Le commerce, intérieur comme maritime, constituait un pilier essentiel de la prospérité Satavahana. Des marchands pratiquaient la navigation côtière le long de la rive occidentale, exportant des textiles de coton, des épices et des pierres précieuses. Les marchandises transitaient par d'importants ports tels que Sopara, Baruch et Kalyan, reliant l'Inde au vaste circuit de l'océan Indien. Les pièces romaines découvertes en Andhra et dans les régions tamoules témoignent d'un échange soutenu avec le monde méditerranéen. Ces liens économiques stimulèrent la croissance urbaine, favorisant métiers et corporations dans le tissage, la métallurgie et la poterie.
Les Satavahana sont étroitement associés au développement de la première école artistique dite d'Andhra, particulièrement visible dans les stupas d'Amaravati. Des dalles de calcaire finement sculptées représentent des scènes de la vie et des incarnations antérieures du Bouddha, alliant verve narrative et esthétique raffinée. Les temples rupestres des Ghats occidentaux, souvent dotés par la royauté Satavahana et les guildes marchandes, présentent des colonnes élaborées et des salles de prière voûtées, les Chaityas. Certaines inscriptions honorent des donateurs d'origines diverses, rois, marchands, voire artisans, révélant un réseau de mécénat qui transcendait les rangs sociaux. Le culte hindou prospéra également. Bien que Gautamiputra Satakarni se présenta comme défenseur de l'orthodoxie védique, la dynastie ne chercha jamais à réprimer les autres confessions. Ce fut une période de coexistence religieuse, rappelant de plus anciens précédents établis par Ashoka et d'autres. Dans certaines localités, des sanctuaires dédiés à Shiva ou Vishnu coexistaient avec des viharas bouddhiques, soulignant l'éthos pluraliste du Décan. À la fin du IIe siècle de notre ère, la pression de conflits continus, surtout contre les kshatrapas occidentaux, fit sentir ses effets. Une fragmentation se produisit lorsque des branches cadettes de la famille royale prirent le contrôle de provinces périphériques, engendrant des règnes qui se chevauchaient et affaiblissant le pouvoir central. Certains historiens situent la chute finale au début du IIIe siècle de notre ère, lorsque de nouvelles puissances régionales telles que les Ikshvaku s'élevèrent en Andhra, tandis que les Vakataka apparurent dans l'intérieur du Décan. Malgré leur dissolution finale, les Satavahana laissèrent une empreinte durable. Ils établirent le premier lien solide entre les pouvoirs du nord indien et l'extrême sud, défendirent une atmosphère religieuse syncrétique et consolidèrent des routes commerciales qui demeureraient vitales pendant des siècles. La vitalité culturelle du Décan, perceptible dans les siècles suivants sous les Chalukyas et les Rashtrakutas, doit beaucoup aux précédents Satavahana en art, architecture et gouvernance. À bien des égards, leur règne constitue un pont entre les influences mauryennes et la prochaine floraison des dynasties du sud de l'Inde, façonnant l'unité profonde des sphères économiques et culturelles du sous-continent. Alors que l'Inde du Nord et du Centre voyaient se succéder des pouvoirs impériaux, l'extrême sud se développa selon ses propres lignes distinctives. La région tamoulophone, souvent appelée Tamilakam, abritait 3 maisons royales pérennes, les Chera, les Chola et les Pandya. Connues collectivement dans la tradition locale sous le nom de 3 rois couronnés, ces dynasties présidèrent à une ère florissante datée conventionnellement entre le IIIe siècle avant Jésus-Christ et le IIIe siècle de notre ère, que les sources littéraires tamoules nomment l'âge Sangam. Situés en grande partie dans l'actuel Kerala, les Chera contrôlaient des routes commerciales de premier ordre le long de la côte du Malabar. Des ports tels que Muziris ou Muchiri devinrent célèbres pour l'exportation d'épices, notamment le poivre noir, qui attirait les marchands romains et ouest-asiatiques. Des textes grecs et romains anciens, tels le périple de la mer érythréenne, mentionnent ces ports tamouls et notent l'activité soutenue de commerce de perles, d'épices, de gemmes et de textiles. Les rois Chera, portant parfois des titres évoquant la région de Vanji, apparaissent dans des poèmes louant leur bravoure martiale et leur générosité envers les poètes. Malgré des ports balayés par la mousson et un relief montagneux, les domaines Chera prospéraient grâce aux échanges transocéaniques, créant des liens culturels qui s'étendaient jusqu'à la mer Rouge et au-delà. À l'est des Ghats occidentaux, le long du fertile delta de la Kaveri, s'élevèrent les Cholas. Ancrés dans la tradition tamoule, les premiers souverains Cholas bâtirent leur capitale près d'Urayur, puis la transférèrent à Puar, ou Kaveripattinam, port animé à l'embouchure du fleuve Kaveri. Ils excellaient dans le commerce maritime, maintenant des liens commerciaux avec l'Asie du Sud-Est. Les épopées tamoules et la littérature Sangam louent des rois Cholas légendaires, comme Karikaala, à qui l'on attribue des exploits d'ingénierie tels que le Grand Anikut, un barrage sur la Kaveri qui stimula la productivité agricole. Sous leur règne, les quais de Puar virent repartir des cargaisons d'épices, de coton et même d'acier de haute qualité. Si les conquêtes territoriales connurent des hauts et des bas, l'influence navale des Cholas persista, ouvrant la voie à de futures expansions médiévales vers le Sri Lanka et la péninsule malaise. Dans l'extrême sud, les Pandya régnaient depuis des centres tels que Madurai.
les sources classiques décrivent les terres Pandya comme riches en perles pêchées dans le golfe de Mannar. Les souverains Pandya cultivaient un ethos courtisan, parrainant des assemblées érudites appelées Sangams. Ces rassemblements de poètes et de savants produisirent un vaste corpus de littérature tamoule, généralement appelé poésie sangam. Des recueils tels que l'Etu Tokai ou 8 anthologies et le Patu Patu ou Dixidil célèbrent l'amour, la guerre et la générosité des rois. Les poètes louaient les souverains Pandya pour leur habileté au combat et les somptueux présents qu'ils offraient aux bardes, éléphants, or, voire villages entiers. Loin d'être une simple propagande, la poésie sangam offre une fenêtre vive sur la société tamoule. Elle distingue les thèmes akam, intérieur, d'amour et de vie émotionnelle, et les thèmes puram, extérieurs, de guerre et d'honneur public. Les paysages kurinji, montagnes, mulai, forêts, marutam, terres agricoles, neital, régions côtières et palais, zones arides, servent de décors symboliques à divers états d'âme et contextes sociaux. Bien qu'idylliques, ces vers saisissent des aspects de la vie quotidienne, des agriculteurs irriguant les champs, des marchands négociant dans des bazars animés et des guerriers défendant l'honneur du clan dans de rudes escarmouches. Des poétesses et mécènes apparaissent également dans ces textes, révélant un rôle plus nuancé des femmes dans les sphères culturelles de Tamilakam. Au-delà de la littérature, le sud tamoul se distinguait par son éclectisme religieux. Des divinités locales comme Murugan, liées à Skanda dans les traditions du Nord, suscitaient la ferveur aux côtés de déesses mères proches de Kotravai, plus tard identifiées à Durga ou Kali. Bien que certains rituels brahmaniques aient pénétré la région et que des ascètes bouddhistes ou jaïnes aient beaucoup circulé dans les royaumes du Sud, les divinités tamoules conservèrent de fortes identités régionales. Les temples, d'abord de simples sanctuaires, évoluèrent ensuite vers une architecture plus sophistiquée, surtout dans les siècles post-Sangam. La position stratégique de Tamilakam la plaça en contact régulier avec les marchands romains. Des découvertes archéologiques de pièces romaines dans des villes de l'intérieur et des mentions d'ambassades suggèrent un volume d'échanges important. Des épices, des pierres précieuses et des textiles partaient vers l'ouest, tandis que l'or et de fins produits romains voyagèrent vers l'est. La prospérité commerciale soutenait la splendeur des cours Chera, Chola et Pandya, leur permettant de subventionner la musique, la danse et des rituels centrés sur les temples. Vers le IIIe siècle de notre ère, la phase classique de l'âge Sangam céda progressivement la place à de nouvelles formations politiques. Des querelles internes, des détours des routes commerciales et des invasions venues de puissances voisines perturbèrent les anciennes dynasties. Les Chera, les Chola et les Pandya se maintinrent à des époques ultérieures, parfois éclipsées par d'autres maisons mais jamais disparues. Leur lignée et leur héritage perdurèrent, culminant dans de futures expansions, notamment celle des Chola impériaux du Moyen-Âge. L'âge Sangam demeure une clé de l'identité culturelle tamoule. Les poèmes de cette période témoignent d'une société raffinée qui savait équilibrer éthique guerrière, finesse littéraire et entreprise maritime vigoureuse. Cette scène méridionale de l'histoire indienne se développa en partie parallèlement aux dynasties du Nord, croisant parfois leur chemin par le commerce et la politique. Au fil du temps, les divers royaumes de l'Inde sur les plateaux du Décan, les plaines du Nord et les côtes tamoules tissèrent des liens plus étroits, mais l'empreinte distincte de l'ancien Tamilakam résonne encore dans la langue, les coutumes et les traditions artistiques. À l'aube du IVe siècle de notre ère, une nouvelle puissance se leva dans le nord de l'Inde et ouvrit une période souvent célébrée comme un âge classique. La dynastie Gupta, originaire du cœur du Gange, posa les fondations d'un État revitalisé qui promouvait la haute culture sanskrite et encourageait des avancées remarquables dans les arts et les sciences. En tête se trouvaient deux souverains, Chandragupta Ier et son fils Samudragupta, dont les conquêtes et la politique façonnèrent l'avenir du sous-continent. Personnage peu connu avant l'ascension fulgurante des Guptas, Chandragupta Ier, à ne pas confondre avec l'ancien empereur Maurya du même nom, consolida des domaines autour du Magadha et épousa sans doute une princesse du clan Lichavi, élargissant ainsi son influence. Vers 320 après Jésus-Christ, il adopta le titre de Maharaja-dhiraja, roi des rois, signe d'une prétention à la suprématie. Bien plus modeste que l'immense empire Maurya d'autrefois,
le royaume de Chandragupta bénéficia des fertiles plaines gangétiques, de routes commerciales dynamiques et d'un regain de croissance urbaine. C'est dans ce contexte que les Gupta firent frapper des pièces d'or représentant le roi aux côtés de la reine Kumaradevi, affirmation marquante de l'identité royale qui inspira les émissions ultérieures. Le règne de Chandragupta Ier reste partiellement documenté. Les inscriptions sont rares, mais les sources Gupta postérieures l'exaltent comme le patriarche qui noua des alliances et stabilisa le cœur du royaume. Pataliputra fut vraisemblablement sa capitale, même si la dynastie utilisa aussi des sites comme Ayodhya et Prayaga, aujourd'hui Allahabad. À sa mort, les Guptas dirigeaient un royaume cohérent prêt pour d'autres expansions sous son héritier. Monté sur le trône vers 335 après Jésus-Christ, Samudragupta s'imposa comme une figure d'un dynamisme extraordinaire. Une inscription sur pilier à Allahabad, composée par son poète de cour Harisena, le célèbre à la fois comme guerrier victorieux et mécène généreux. Le texte énumère une série de conquêtes, soumission de rois voisins dans l'Aryavarta, réception de tribus de royaumes forestiers et campagne audacieuse vers le sud, après laquelle il laissa les souverains locaux en place comme vassaux. Cette stratégie créa un réseau d'États dépendants plutôt qu'une annexion directe, permettant aux Gupta de maintenir un contrôle global sans épuiser leurs ressources. La compétence de Samudragupta dépassa la seule guerre. Des pièces le montrent accomplissant le sacrifice Ashvamedha, rituel védique symbolisant traditionnellement la souveraineté impériale. Un autre type de pièce le représente jouant de la vina, soulignant la réputation de son raffinement culturel. Les traditions de cour laissent entendre qu'il soutenait l'étude du sanskrit, la poésie et peut-être des débats théologiques entre diverses sectes. Ce mélange de puissance militaire et de mécénat culturel annonçait la renommée dorée qui entoura bientôt les Gupta. Sous Samudragupta, un appareil administratif plus sophistiqué commença à se former. Des gouverneurs, souvent par rang royaux, géraient les provinces. La prospérité de l'empire reposait sur les surplus agricoles et les recettes commerciales. Comme aux époques antérieures, le Gange servait d'artère vitale pour le transport, tandis que des routes facilitaient le commerce avec des ports lointains. La bureaucratie Gupta ne reproduisait pas le dense réseau d'espionnage Maurya, mais conservait assez d'autorité pour percevoir les taxes et réprimer les rébellions. Les brahmanes et d'autres élites bénéficièrent du patronage royal, et le système des Varnas, déjà en place, trouva une légitimité renforcée grâce aux liens avec les souverains Gupta. Le paysage religieux demeurait pluraliste. Bien que Samudragupta fût personnellement enclin au vaishnavisme, culte de Vishnu, il manifesta de la courtoisie envers d'autres traditions. Le renouveau brahmanique alla de pair avec une tolérance mesurée à l'égard du bouddhisme, du jaïnisme et de cultes locaux. Quoique des tensions existassent, les gouverneurs de l'Empire avaient souvent des raisons pragmatiques de favoriser l'harmonie interconfessionnelle, conscients du rôle économique des sanctuaires religieux. À la fin du règne de Samudragupta, le nom Gupta était devenu synonyme de puissance, de richesse et de renaissance culturelle. Les germes d'une politique hindoue classique, où les cours royales patronnaient la littérature sanskrite, l'édification de temples et le savoir avancé, avaient déjà pris racine. Des légendes décrivent Samudragupta comme le Napoléon de l'Inde, reflet de l'ampleur et de la rapidité de ses campagnes. Pourtant son héritage dépassa la conquête. Il laissa un domaine stable, enrichi d'une sphère artistique et intellectuelle émergente qui atteindrait son apogée sous ses successeurs, notamment Chandragupta II. Ainsi, les premiers Guptas préparèrent une ère qui définirait la civilisation indienne classique pour des siècles. Au tournant du 5e siècle de notre ère, l'empire Gupta parvint à ce que beaucoup d'historiens qualifient d'âge d'or. Cette période couvrant grosso modo les règnes de Chandragupta II, également appelé Vikramaditya, de Kumaragupta Ier et de Skandagupta, connut un jaillissement de créativité artistique, des percées en mathématiques et en astronomie et un patronage accru du sanskrit. Des défis politiques persistaient, certes, surtout aux frontières de l'empire, mais le cœur intérieur goûta à une stabilité et une prospérité rarement égalées dans les époques précédentes de l'Inde. À la suite du règne ambitieux de Samudragupta, son successeur Chandragupta II, vers 380 à 415, consolida l'autorité impériale. Par des alliances matrimoniales diplomatiques,
Notamment en mariant sa fille au souverain Vakataka du Décan, il sécurisa les approches méridionales. À l'extérieur, Chandragupta II est surtout renommé pour avoir soumis les Kshatrapas occidentaux, dynastie scythe, qui contestait depuis longtemps les régions du nord-ouest. Ces victoires ouvrirent des routes commerciales lucratives partant des ports du Gujarat vers l'Asie centrale. L'empreinte de l'Empire s'étendit alors sur la majeure partie de l'Inde du Nord, de la mer d'Arabie au Bengale. L'administration sous Chandragupta II réussit à équilibrer le contrôle impérial et la gouvernance locale. Des dirigeants provinciaux ou chefs féodaux conservaient une autonomie partielle à condition de reconnaître la suprématie Gupta et de payer tribut. Un réseau d'officiels percevait les impôts, supervisait les travaux publics et rendait la justice. La capitale Pataliputra demeura probablement importante, mais Chandragupta II favorisa aussi Ujjain, stratégique pour le commerce et le mécénat culturel. Les descriptions contemporaines du voyageur chinois Faxian, également appelé Fa Hien, brossent le tableau d'un royaume bien ordonné. Il observe des peines légères pour les infractions, l'absence de châtiments capitaux, ainsi que de nombreuses institutions philanthropiques venant en aide aux voyageurs et aux mendiants. La réalité était sans doute plus nuancée. Les querelles locales et les conflits de frontières se poursuivaient. Néanmoins, l'impression générale de prospérité demeure. Un des traits marquants de l'âge d'or Gupta fut l'épanouissement de la littérature sanskrite. Les cours royales adoptèrent le sanskrit comme langue de prestige, reléguant les usages plus anciens du prakrit pour les inscriptions officielles. Poètes, dramaturges et érudits s'épanouirent sous le patronage des Gupta. La tradition évoque les Navaratna, ou 9 joyaux, réunis à la cour de Chandragupta II, bien que leur composition exacte reste en partie légendaire. Le plus célèbre d'entre eux est Kalidasa, célébré comme le plus grand poète et dramaturge de l'Inde classique. Des œuvres telles que Shakuntala, Meghaduta, Le Messager Nuage et Raghuvamsha alliaient élégance lyrique et profondeur émotionnelle, influençant des traditions littéraires dans toute l'Asie pendant des siècles. Un autre esprit brillant, Amarasima, compila l'Amarakosha, un thésaurus sanskrit fondamental. Les traités scolastiques portant sur la grammaire, l'esthétique et la philosophie religieuse se multiplièrent, en accord avec l'encouragement impérial des activités intellectuelles. Bien que de nombreux textes aient été perdus ou remaniés avec le temps, le corpus conservé témoigne d'un foisonnement créatif qui fit de la cour Gupta un pôle d'attraction pour les chercheurs de savoir. L'époque Gupta connut une évolution remarquable dans l'art et l'architecture, souvent qualifiée de phase classique de la sculpture indienne et de la conception des temples. Les sculptures en pierre et en terre cuite adoptèrent un réalisme idéalisé empreint de grâce, évitant à la fois la rigidité excessive et le naturalisme pur. À Sarnath, des artisans façonnèrent des images sereines du Bouddha, au sourire doux et aux robes fluides, établissant de nouveaux canons iconographiques qui se répandirent dans toute l'Asie du Sud et du Sud-Est. La construction de temples entra également dans une nouvelle phase. Les dynasties antérieures privilégiaient les sanctuaires en bois ou taillés dans le roc. Sous les Guptas, des temples structuraux en pierre, consacrés principalement à Vishnu ou à Shiva, commencèrent à voir le jour. Bien que nombre de premiers exemples se soient effondrés, des sites préservés comme le temple d'Ashavatara de Deogar révèlent un goût pour les portails ornés, les panneaux complexes illustrant des mythes du Ramayana ou des Puranas et un sanctum, ou Garbhagriha, abritant la divinité principale. Ces innovations allèrent plus tard culminer dans les vastes complexes templaires de l'Inde médiévale. Peu d'époques de l'Inde ancienne furent le théâtre d'une recherche scientifique aussi vigoureuse. Des figures comme Aryabhata, actif environ entre l'an 476 et l'an 550 après Jésus-Christ, repoussèrent les frontières des mathématiques et de l'astronomie. Son traité Aryabhatiya présenta une approche systématique de l'algèbre et de la trigonométrie, décrivant la valeur de π avec une précision remarquable et défendant un modèle quasi héliocentrique où la Terre tourne sur son axe. Le concept de zéro comme marqueur de position, bien qu'il se soit affirmé au fil des siècles, trouva une expression dans les systèmes numériques de l'époque Gupta. Des astronomes tels que Varahamihira développèrent les observations d'Aryabhata, dressant des catalogues d'étoiles et commentant les alignements planétaires. En médecine, des œuvres comme la Charaka Samhita et la Sushruta Samhita furent encore perfectionnées, décrivant des interventions chirurgicales, des remèdes à base de plantes et les principes de l'Ayurveda.
Des spécialistes émettent l'hypothèse que certains de ces acquis scientifiques parcoururent les routes commerciales vers l'ouest, influençant d'abord les savoirs islamiques puis européens lors des époques ultérieures. La prospérité économique sous les Guptas reposait en partie sur l'agriculture, soutenue par un climat stable et une irrigation améliorée. Toutefois, le commerce à longue distance jouait également un rôle majeur. Les pièces d'or Guptas, ornées de représentations de rois accomplissant des rituels védiques ou des exploits martiaux, circulaient largement, symbolisant à la fois la richesse et les prétentions idéologiques au pouvoir. Les ports de la côte occidentale de l'Inde orientèrent les marchandises vers le Moyen-Orient, tandis que des caravanes terrestres franchissaient l'Hindu-Kush en direction de l'Asie centrale. Les textiles, les épices, l'ivoire et les pierres précieuses demeuraient des produits d'exportation très demandés. Sur le plan social, le cadre varna brahmanique se raffermit. Pourtant, l'époque connut aussi une mobilité subtile grâce aux concessions de terre accordées aux brahmanes et aux temples, ce qui façonna une hiérarchie de type féodal dans les campagnes. Les femmes des élites possédèrent parfois des biens ou exerçaient une influence à la cour, mais les normes patriarcales limitaient généralement leur statut juridique. Parallèlement, les guildes de marchands détenaient une force collective dans les villes, négociant des privilèges et finançant des sanctuaires religieux. L'hindouisme atteignit une phase de maturité sous le patronage Gupta. Le culte dévotionnel de Vishnu et de Shiva se développa, alimenté par la composition de nouveaux textes puraniques qui consacraient mythologie et rituels. Les temples de pierre et les icônes consolidèrent la présence des divinités dans diverses régions. Pourtant, le bouddhisme continuait de prospérer. Des sites comme Nalanda, dans l'est de l'Inde, évoluaient en grandes universités monastiques, attirant des savants de toute l'Asie. Les communautés jaïnes participaient également aux débats intellectuels, parfois soutenus par des marchands fortunés. Par moments, ces courants religieux se croisaient avec les controverses philosophiques. Les écoles de logique, Nyaya, grammaire et métaphysique, débattaient des interprétations des Védas. Les cours Gupta accueillaient fréquemment de tels échanges, reflétant la large tolérance de l'Empire envers la diversité intellectuelle, quoiqu'à l'intérieur d'un cadre culturel brahmanique plus vaste. Malgré la possibilité de rivalité confessionnelle, la plupart des principautés reconnaissaient le rôle stabilisateur des institutions religieuses et de l'afflux de pèlerins. À partir du milieu du Ve siècle, des pressions extérieures mirent la puissance Gupta à l'épreuve. Les Hunas ou Hephthalites commencèrent à pousser vers le nord-ouest de l'Inde. Skandagupta, actif environ entre l'an 455 et l'an 467 après Jésus-Christ, repoussa les premières invasions, mais au prix de lourds sacrifices. Après sa mort, une succession de souverains moins capables géra un territoire de plus en plus morcelé. Les conflits incessants épuisèrent le trésor, provoquant un déclin de la pureté des pièces d'or. Les gouverneurs provinciaux profitèrent de l'occasion pour se tailler des entités quasi indépendantes, affaiblissant encore davantage l'autorité centrale. Au début du VIe siècle, les Guptas avaient perdu une grande partie de leur domaine occidental au profit des envahisseurs Hunas et des insurgés locaux. Le coup final survint avec l'ascension de nouvelles dynasties, telles que les Guptas ultérieures et les Maokari, dans le cœur du royaume. Bien que des Guptas de nom subsistassent encore quelques décennies, l'Empire ne retrouva jamais son éclat d'or. Pourtant, les échos de la grandeur Gupta, incarnés dans la littérature, les traités scientifiques, l'art des temples et les structures sociales, continuèrent de façonner l'identité du sous-continent. Malgré sa disparition finale, l'Empire Gupta établit un modèle de splendeur royale, d'excellence savante et d'intégration culturelle. D'innombrables dynasties ultérieures, de la brève unification nord-indienne de Harsha jusqu'à l'empire de Vijayanagara dans le sud, puiseront leur inspiration dans les réalisations Guptas. Chroniqueurs indiens et visiteurs étrangers s'émerveillaient de la vitalité créatrice de l'époque, qu'ils percevaient à travers les inscriptions, les trésors de pièces, les ruines de temples et les textes sanscrits classiques. Les perspectives modernes ont parfois idéalisé les Guptas comme la synthèse parfaite de l'État, de la religion et du savoir. En réalité, c'était une époque de contraste, une culture de cour élevée côtoyant des complexités féodales locales, une tolérance religieuse au sein de normes sociales hiérarchisées et une esthétique raffinée éclipsée par des guerres de frontières brutales. Pourtant, ce sont précisément ces complexités qui confèrent à l'âge d'or Gupta sa texture, une ère où l'art, la science et la foi s'entremêlaient à la politique, forgeant un héritage qui résonnerait au fil des siècles de l'histoire indienne.
Vers le milieu du 5e siècle après Jésus-Christ, l'Empire Gupta se trouvait à son apogée culturel, mais des grondements de mécontentement et des menaces extérieures commencèrent à miner ses fondations. Les campagnes valeureuses de Skandagupta contre les Hunas envahisseurs, ou Hephthalites, incarnaient la résilience de l'Empire. Toutefois, ces conflits coûteux épuisèrent les ressources et mirent à l'épreuve l'unité patiemment construite par les souverains Guptas antérieurs. Lorsque Skandagupta mourut vers l'an 467 après Jésus-Christ, il laissa derrière lui un impérium lourdement éprouvé par la guerre. Des vagues successives de Hunas empiétèrent sur le nord-ouest de l'Inde, exploitant les périphéries affaiblies de l'Empire. Ces nomades d'Asie centrale avaient déjà renversé d'importants États le long de la route de la soie. Sous des chefs comme Toramana puis Mihirakula, les Hunas pénétrèrent profondément dans le sous-continent, perturbant les routes commerçantes et pillant des villes prospères. Les tentatives des derniers souverains Gupta, tels Buddhagupta et Narasimhagupta, pour tenir la frontière enregistrèrent souvent des résultats mitigés. Les gouverneurs locaux, de plus en plus autonomes, firent parfois défection ou choisirent de s'accommoder des Hunas pour leur propre survie. Le fardeau d'une guerre continue écrasa le trésor impérial. La monnaie d'or Gupta, autrefois célébrée, déclina en quantité et en pureté, reflet matériel de la richesse décroissante de l'Empire. Les infrastructures pâtirent alors que l'administration centrale peinait à lever les impôts ou à financer des projets d'envergure. Des rois Gupta de nom régnaient encore sur des parties de Magadha et de l'est de l'Inde, mais leur emprise devenait fragile. Les inscriptions révèlent des hiérarchies en lambeaux, des dirigeants locaux proclamant une semi-indépendance et fondant leur propre dynastie. Au-delà des revers militaires, des mutations socio-économiques accélérèrent le déclin. Les arrangements féodaux, par lesquels la cour concédait des terres à des nobles, à des institutions religieuses ou à des officiers, fragmentèrent l'autorité. Les seigneurs régionaux amassèrent un pouvoir local, accaparant des ressources autrefois destinées à la capitale. Si cette décentralisation encouragea l'autonomie communautaire, elle affaiblit la prise fiscale et administrative de l'empereur. Les paysans se virent redevables de seigneurs féodaux plutôt que d'officiels royaux, reléguant le monarque Gupta à une figure largement symbolique hors des territoires centraux. Sur les plans religieux et culturels, le royaume Gupta demeurait dynamique. Le bouddhisme subsistait grâce à des complexes monastiques tels Nalanda, et la dévotion hindoue prospérait autour de réseaux de temples en expansion. Cependant, l'appareil militaire et bureaucratique vacillant de l'Empire ne pouvait plus garantir la sécurité des pèlerins ni protéger les caravanes commerciales. Le commerce terrestre qui acheminait jadis la richesse vers les cités du nord de l'Inde commença à se déplacer ou à se contracter sous l'effet d'un conflit persistant. Dès le début du VIe siècle, l'Empire Gupta s'était fissuré au-delà de toute réparation. Les souverains Hunas établirent des positions temporaires au Pendjab et dans certaines parties du bassin du Gange. Des dynasties régionales, comme les Maukari à Kanauj et les Guptas ultérieurs dans l'est de l'Inde, héritèrent de fragments du domaine impérial. Bien que ses successeurs invoquassent parfois le prestigieux nom Gupta pour renforcer leur légitimité, ils ne disposaient ni des ressources ni de la vision nécessaire pour restaurer une cohésion à l'échelle de l'Empire. Pourtant, l'héritage de la domination Gupta projeta une longue ombre. Leur mécénat de la littérature sanskrite, de l'architecture des temples et des entreprises scientifiques avait déclenché une renaissance durable de la culture indienne. Même lorsque l'unité politique s'amenuisa, les réalisations intellectuelles et artistiques de l'âge Gupta continuèrent d'orienter les cours régionales. Poètes et érudits citaient cette époque comme référence du raffinement classique, et les traditions de construction de temples se développèrent dans de nouvelles formes sous les dynasties post-Guptas. Au crépuscule de l'hégémonie Gupta, le sous-continent passa à un paysage plus fragmenté rappelant des siècles antérieurs. Des puissances rivales rivalisaient pour la suprématie, unifiant parfois de vastes régions, mais sans jamais reconstituer l'ensemble du Nord sous une bannière unique, du moins pas avant les empires médiévaux ultérieurs. Ainsi prit fin une expérience séculaire d'intégration impériale grandiose. Si aucune ligne nette ne sépare l'Inde antique des périodes suivantes, la chute des Gupta constitue un repère poignant, concluant une époque d'une remarquable constance en matière de mécénat royal, d'art de gouverner et de développement culturel. Bien que l'effondrement Gupta n'ait pas été brutal, il annonça la clôture de la phase classique antique de l'Inde. Dans son sillage, de nouvelles entités politiques émergèrent,
certaines éphémères, d'autres plus durables, chacune tissant de nouveaux fils dans la tapisserie en évolution du sous-continent. Les routes terrestres se décalèrent, le commerce maritime trouva d'autres corridors, et les centres religieux s'adaptèrent à de nouveaux mécènes. À l'échelle cosmique de l'histoire indienne, l'ère Gupta demeure un phare d'or d'unité et d'art, un sommet que savants et traditions vénèrent depuis des siècles. Avec sa disparition, l'Inde entra dans une période de transition marquée à la fois par la continuité de son identité culturelle et par une recomposition politique qui définirait le monde médiéval naissant. À la suite du déclin Gupta, l'Inde se fragmenta en de multiples États régionaux, chacun forgeant son propre destin. Dans le nord, des souverains tels Harsha de Thanissar, au 7e siècle après Jésus-Christ, réunirent brièvement certaines portions des plaines gangétiques, s'appuyant sur les précédents administratifs et le style de cour Guptas. Cependant, le domaine de Harsha se dissout lui aussi après sa mort, reflétant une tendance plus large au pouvoir localisé. Dans le Décan, les successeurs des Vakataka puis des Chalukyas montèrent et déclinèrent, perpétuant l'amour régional pour l'art des temples et l'apprentissage sanskrit. Pendant ce temps, dans l'extrême sud, les polités post-Sangam ouvrent la voie aux grandes expansions Chola de l'époque médiévale. Sur le plan religieux, les traditions hindoues poursuivirent leur maturation. Les mouvements bhakti redynamisèrent la dévotion, franchissant les frontières de caste grâce à un culte empreint de ferveur. Le bouddhisme persista, notamment dans des complexes orientaux tels Nalanda, mais déclina peu à peu à mesure que les centres monastiques perdirent le patronage royal. Les communautés jaïnes conservèrent une présence constante dans les centres urbains. Les échanges interculturels se poursuivirent par le commerce maritime avec l'Asie du Sud-Est et par les routes terrestres vers l'Asie centrale, bien que ces réseaux se déplacent au gré de l'émergence de nouvelles puissances. À bien des égards, les siècles qui suivirent la domination Gupta tracèrent la voie vers le monde indien médiéval, un mosaïque de royaumes unis par des textes religieux communs, des normes linguistiques et une mémoire collective des empires passés. Bien qu'aucune monarchie n'ait pu reproduire entièrement la portée pan-indienne de l'âge classique, l'héritage de la gouvernance mauryenne et du raffinement Gupta continua d'influencer les cours locales et les traditions littéraires. Pour les observateurs modernes, la fin de l'Inde antique ne marque pas une rupture culturelle mais plutôt un point d'inflexion. L'évolution vers un nouveau cycle de dynamisme régional et de renaissance culturelle. Ainsi, des premiers villages installés le long de l'Indus au crépuscule de la grandeur Gupta, l'histoire ancienne de l'Inde apparaît comme une tapisserie tissée par des peuples, des dynasties et des croyances variées, chaque chapitre constituant un fil essentiel dans la trame durable de l'une des civilisations les plus continuellement évolutives du monde.